le 24 février, la Russie a envahi l'Ukraine. Pour protéger leur argent, certains Russes se sont tournés vers un investissement étonnant, qui est réputé pour être une réserve de valeur et qui, sur les 10 dernières années, a mieux performé que l'or. Pourquoi ce besoin soudain de protéger leur argent? Voici ce qui s'est passé depuis le 24 février en Russie, résumé en quelques secondes. Première chose qui a impacté les investisseurs, qu'ils soient russes ou étrangers, le marché boursier russe a fermé. Et même à l'étranger, on ne peut plus acheter ou vendre des actions russes. En tout cas, c'est compliqué pour la plupart des actions russes. Deuxième chose, les États-Unis et l'Europe ont imposé des sanctions économiques sans précédent à la Russie, à ses banques et à sa banque centrale. Donc, résultat, Vladimir pas très content et retour de bâton, la Russie a décidé que les étrangers qui détiennent des obligations avec coupons payables en roubles peuvent pour l'instant oublier leur argent. Bon, de toute façon, le rouble est en train de devenir une monnaie de singe et du coup les Russes se précipitent pour retirer des devises étrangères. Et enfin, l'une des plus grosses banques du pays, Sberbank, est désormais menacée de faillite. 3 risques qu'on oublie trop souvent quand on investit viennent donc de se matérialiser. Premier risque, les marchés financiers, réputés liquides, peuvent fermer et ne pas rouvrir, et ça on l'oublie. Par exemple, dans l'histoire, le New York Stock Exchange a fermé plusieurs mois en 1914. Et hors États-Unis, au XXe siècle, il y a eu au moins 25 fermetures de marchés boursiers dans le monde, en Hongrie, en Allemagne, en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Suisse, à cause de crises financières ou à cause de guerres. Deuxième risque qu'on a tendance à oublier, vos comptes bancaires peuvent être menacés, soit par la faillite d'une banque, soit par une décision de l'État. Enfin, troisième risque, qui est celui qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, il s'agit de la dévaluation de la monnaie. Une monnaie peut se dévaluer brutalement. C'est ce qu'il s'est passé en Russie. Le rouble a perdu environ 40% brutalement en quelques jours. Une monnaie peut aussi se dévaluer lentement avec l'inflation, et là vous en entendez parler à toutes les sauces en ce moment. L'inflation, c'est ce qui grignote lentement, doucement la valeur de vos investissements et la valeur du cash que vous avez en banque. Et du coup, que faut-il faire pour protéger vos investissements de ces risques-là, en particulier du risque de dévaluation et d'inflation, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur un portefeuille? Dans cette vidéo, il va y avoir 2 parties. Dans la première partie, on va parler d'une chose qu'il faut faire pour anticiper ce risque-là. Cela se résume en un mot: diversifier. Et ensuite, dans une deuxième partie, on verra ce que certains en Russie ont fait après que le risque se soit matérialisé et après avoir vu fondre leurs économies libellées en roubles. Et c'est là que l'investissement dont je vous ai parlé en tout début de vidéo interviendra. Commençons avec ce qu'il faut faire pour anticiper ces risques de dévaluation de la monnaie, d'inflation et aussi de crise, de guerre, même dans le cas de la Russie. Observons d'abord le comportement habituel de la plupart des investisseurs. Ils ont tendance à investir sur ce qui est familier pour eux et donc ils ont tendance à se surexposer à leur pays d'origine. En moyenne, 60% du portefeuille des Français est exposé au marché français. 75% du portefeuille des Américains est exposé au marché US et plus de 95% du portefeuille des Russes est exposé à la Russie. J'avais parlé brièvement de ce point-là dans une vidéo concernant mon expérience en gestion de fortune. J'avais remarqué, j'avais été étonnée de voir que le portefeuille de base qu'on proposait était très exposé à l'Europe et très exposé à l'euro. Et si je parle spécifiquement en tant que Française qui vit en France, on est habitué à un confort, on se sent bien en sécurité en France, en Belgique, en Suisse, je ne sais pas d'où vous me regardez. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de si terrible et qu'est-ce qui pourrait nous pousser à investir bien au-delà de nos frontières? Je parlais tout à l'heure du risque que le marché boursier ferme. Ça nous paraît totalement abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait! Mais j'adore l'abstrait! À la limite, on est conscient qu'une crise financière pourrait se reproduire, mais c'est pas pour autant qu'on va changer notre comportement et qu'on va penser à changer notre comportement en diversifiant beaucoup notre allocation géographique. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire
pour ne pas se retrouver coincé si le marché ferme, si la monnaie se dévalue, si une crise financière touche le pays subitement ou si notre seule banque de confiance nous lâche. C'est important de diversifier non seulement les zones géographiques dans lesquelles on investit, mais aussi les banques, les partenaires financiers avec lesquels on travaille, banques et courtiers pour ce qui concerne la bourse. On peut diversifier aussi les devises auxquelles on est exposé et on peut diversifier les types d'actifs sur lesquels on investit. Sur ce point de la diversification, l'exemple russe est très parlant puisque diversifier, c'est exactement ce que les Russes les plus fortunés ont fait depuis plusieurs années. On estime qu'environ 50% de la richesse russe est abritée à l'étranger. Et voici comment ces riches Russes ont anticipé les problèmes. On va voyager un peu et nous allons retourner à Chypre. Ce pays n'a pas que des points négatifs. Jusqu'à 2020, on pouvait acheter la nationalité chypriote. Prix du passeport, 2 millions d'euros à investir dans l'immobilier local. D'après des documents qui ont fuité, entre 2017 et 2019, plus de 1000 Russes auraient obtenu la nationalité chypriote par ce biais-là. Dans l'Union européenne, vous pouvez même obtenir gratuitement une nationalité. Par exemple, au Portugal, si vous prouvez que vous êtes descendant de juifs séfarades qui ont été persécutés et expulsés du pays au XVe siècle. Visiblement, Roman Abramovich a une histoire familiale assez compliquée puisqu'il a obtenu la nationalité portugaise grâce à ce dispositif légal. Direction Londres. On peut par exemple s'acheter un club de foot et on retrouve encore Monsieur Abramovich qui est propriétaire du club de Chelsea. Bon, je suis pas très fan de foot donc partons maintenant à Monaco. Et si on s'achetait un pied-à-terre avec vue sur le port Hercule où des yachts attendent sagement leurs propriétaires? C'est par exemple ce qu'a fait Svetlana Krivonogic, ancienne maîtresse de Vladimir Poutine. On peut même continuer le voyage, traverser l'Atlantique et arriver jusqu'au Mexique où Oleg Tinkov, un entrepreneur russe, possède une très jolie villa de luxe destinée à la location saisonnière. Et bien sûr, ces investissements sont abrités derrière différentes sociétés dans différents pays. Parfois, ils sont financés grâce au concours de banques issus de différents pays. Donc, on a bien une diversification du type d'actifs, des pays auxquels on est exposé, des devises et des partenaires financiers qui sont utilisés. Je ne parle pas ici du côté moral ou pas, du côté blanchiment ou pas, évasion fiscale ou pas, c'est pas le sujet. Après ce petit voyage, passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. On a vu ce qu'il aurait fallu faire pour limiter la casse. Malheureusement, tous les Russes n'ont pas anticipé la crise actuelle, donc dans l'urgence, qu'ont-ils fait pour protéger leurs économies en roubles de la crise, de la guerre et d'une dévaluation? Les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, certains Russes, j'admets, les plus aisés, se sont rués vers les boutiques de luxe pour transformer leurs roubles en produits réputés conserver leur valeur dans le temps. Par exemple, la boutique Bulgari, célèbre marque de joaillerie appartenant au groupe LVMH, a eu beaucoup de succès. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une ruée vers des investissements physiques réputés être des réserves de valeur qui protègent de l'inflation et des crises. Par exemple, en 2009, l'Islande a été touchée par la crise des subprimes. Et cette crise, elle a fait au moins un heureux, le seul revendeur de Rolex de Lille qui a écoulé des montres comme des petits pains. Et je vous montre ici une étude concernant la performance de ces actifs-là qui date de 2020. On voit en ce qui concerne la joaillerie de luxe une performance de 67% sur 10 ans. Ce qui n'est pas un taux extrêmement élevé, ce qui représente à peu près entre 5 et 5,5% par an. Mais avec ce type d'investissement, on ne cherche pas à surperformer le marché boursier, on cherche à protéger avant tout son capital. On a eu des meilleures performances sur les voitures de collection, 193%, les montres, 89%, le vin aussi, et étonnamment les whisky rares, 478%. Alors si vous voulez des investissements dans le même genre, des investissements passion à des prix plus abordables, ou si les colliers de princesse c'est pas du tout votre truc, on a par exemple les Lego, où une étude a montré une augmentation de la valeur des kits Lego qui ne sont plus commercialisés
de 11% par an entre 1987 et 2015, donc mieux que les marchés financiers et mieux que l'or. Si vous voulez voir quels sets ne seront bientôt plus commercialisés, vous pouvez aller directement sur le site de Lego, vous avez une partie qui est consacrée à ça. Autre investissement plaisir, on a aussi les sneakers, les cartes Pokémon, les cartes de baseball et plein d'autres objets de collection. Si vous voulez de l'inspiration, si vous voulez voir aussi les prix de revente, vous pouvez aller voir par exemple sur StockX, qui est à la base spécialisé sur les sneakers, mais qui a étendu son champ d'action. Et deuxième site, Katawiki, où vous avez plein de catégories. C'est intéressant pour voir ce qui se vend et à quel prix ça se vend. Je parlais de sa performance exceptionnelle sur les 10 dernières années. On a aussi le whisky, les whiskies rares. Là, dans cet article, on nous parle de Matthew Robson, qui a vendu sa collection de whisky pour 57 000 $ pour s'acheter une maison. Cette collection provient de son père qui lui a acheté depuis sa naissance à chaque anniversaire une bouteille de Macallan, de whisky Macallan. Je ne connais pas je ne connais pas ce whisky, donc je suis juste désolée si j'écorche le nom. Et on nous dit que cette collection a coûté à l'achat 5 000 livres contre une valeur aujourd'hui de 44 000 livres. La liste des investissements plaisir est vraiment très longue. On a aussi les manuscrits anciens, avec par exemple le livre le plus cher du monde, un manuscrit de Léonard de Vinci qui a été acheté par Bill Gates en 1994. Et on a bien sûr l'art. De grands entrepreneurs et investisseurs sont aussi des collectionneurs. On a vu Bill Gates avec les manuscrits anciens, et sur l'art, on a Jeff Bezos qui commence depuis peu à acheter de l'art. Et il ne fait pas les choses à moitié, puisque son premier achat qui a eu lieu en 2020, en tout cas son premier achat dont on a entendu parler, s'élève à 70 millions de dollars sur 2 tableaux. Celui-ci et celui-ci. Et si vous n'avez pas le budget de Jeff Bezos, vous avez des plateformes comme Masterworks qui permettent d'investir sur des fractions de tableaux d'artistes très célèbres comme Basquiat par exemple. J'ai pas encore testé la plateforme, je compte le faire, et vous voyez ici on vous présente à chaque fois les tableaux qu'il y a achetés, la thèse d'investissement, la performance historique des œuvres similaires, etc., etc. Et là en ce moment il y a des récoltes de fonds pour notamment une œuvre de Pablo Picasso. J'ai commencé cette vidéo en parlant de guerre, j'aimerais la finir sur quelque chose de plus léger. Parfois, quand on investit, on s'angoisse avec des questions bien compliquées. On voit ses actions dans le rouge, on panique, on se demande quel est le meilleur investissement du moment pour revenir dans le vert, on essaye de prévoir quels seront les secteurs tendances demain sur le marché, quelle est la meilleure entreprise sur laquelle investir aujourd'hui. Et en faisant ça, on devient esclave de ces investissements. On est dominé par la peur, on est dominé par les doutes, et on oublie alors l'essentiel. Investir, ça devrait être un moyen de se libérer. Investir, ça ne devrait pas être une source de stress, mais de sérénité. Et pour cela, diversifier, c'est important. Mais il y a aussi une autre clé que j'ai trouvée pour être zen dans mes investissements long terme, c'est de me construire un portefeuille qui me ressemble, qui ressemble à ma vision du monde et qui reflète mes convictions. C'est ce qui me permet de tenir le cap psychologiquement en cas de crise, de turbulence sur les marchés. J'ai parlé dans cette vidéo des investissements dans la joaillerie, des investissements passion en général, comme des moyens de protection contre l'inflation. Certains sont même très rentables, on l'a vu, comme les whiskies. Mais ces investissements, ils peuvent aussi vous permettre de vous construire un portefeuille qui vous ressemble, qui ressemble à vos passions et qui vous aide à traverser les tempêtes plus sereinement. Si je reviens à l'exemple pas très politiquement correct des riches Russes à l'étranger, et en ce moment on parle beaucoup en particulier des oligarques russes qui au passage investissent aussi massivement dans l'art, on ne peut pas nier une chose, leur façon d'investir correspond à leur vision du monde. Plus que quiconque, en Russie, ils ont été conscients de certains risques très tôt, il y a plusieurs années, et ils ont réparti leurs investissements dans le monde entier de façon à être les plus libres possibles en cas de problème avec la Russie.
Bon, maintenant ils sont aussi obligés de cacher leur yacht de peur que les États européens ou les États-Unis les saisissent, mais ça c'est une autre histoire. Si les sujets d'investissement passion, d'investissement alternatif vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous investissez dans les objets de collection, dans l'art, bref, dans tout ce qui change du classique trio bourse, immobilier et crypto. Et enfin, si vous voyez votre portefeuille dans le rouge en ce moment et que ça vous inquiète, je vous conseille d'aller voir la première vidéo en lien en description et qui s'affiche aussi à l'écran. Mon meilleur argument pour vous pousser à la regarder, c'est ce commentaire. À très vite!